Je suis une grande voyageuse, j'ai visité plus de 37 pays. J'ai déjà voyagé seule, même si ce n'est pas ce que je préfère, mais là je crois que je déprime au Japon. Je suis là depuis quelques jours et j'ai hésité au moins 5 fois à changer mon billet pour rentrer. Alors voilà, quelque chose qui peut arriver aux voyageurs au Japon, ça m'est arrivé. Bien sûr, on peut en sortir. Je suis Sébastien, le Japon me fascine autant qu'il m'échappe. Alors qu'est-ce qui m'a amené à déprimer au Japon et qui pourrait amener d'autres personnes à déprimer au Japon? La première chose, c'est la solitude. Et la deuxième chose, pas facile à nommer, mais je l'appelle le miroir carré. Alors le Japon pour moi est un amplificateur de solitude. Donc, le sentiment de solitude, il est en nous, mais l'espace dans lequel on est, il peut amplifier. J'ai passé 3 mois au Japon où j'étais voyageur solo et je me suis senti rarement seul, peut-être quelques soirs, mais voilà. J'ai passé une semaine au Japon, mais là, moi je suis arrivé, je me sentais déjà seul. La semaine a été longue. Donc voilà, c'est pas le Japon qui vous isole, mais le Japon amplifie la Stepheloop. La Stepheloop pour, je pense, 2 raisons principales. La première raison pour laquelle le Japon amplifie la solitude, bah, c'est qu'il ne faut pas déranger. Voilà, j'ai parlé avec une amie japonaise, elle disait, voilà, dans l'éducation familiale, scolaire, on nous apprend à ne pas déranger. Et ça fait que le Japon est un pays hyper calme, tranquille, où vous ne vous sentirez jamais agressé. Par contre, si vous vous sentez un peu seul, vous allez vous sentir ignoré. Donc, c'est pas un pays où les gens vont venir naturellement vers vous et vont prendre l'initiative pour remonter le moral à quelqu'un qui se sent un peu seul. Donc, ce côté ne pas déranger, si vous vous sentez seul, ça peut se transformer en je me sens ignoré. Un exemple, un aspect qui traduit bien ça dans la culture japonaise, c'est quand quelqu'un pleure. Donc, nous, quand quelqu'un pleure, on va se regrouper autour de cette personne pour la réconforter, c'est de lui remonter le moral, trouver des solutions. Dans la culture japonaise, quelqu'un qui pleure, on va pas lui rajouter en plus la honte d'avoir été vu par les autres, de se sentir mal à l'aise. Donc on va faire semblant de ne pas voir que la personne pleure pour ne pas lui rajouter la honte d'avoir été vu. Deuxième raison pour laquelle je pense que le Japon amplifie la solitude, c'est que c'est un pays où l'introversion est très développée. Alors moi, quand je suis allé au Japon, quand j'avais 23 ans, j'étais stagiaire, que je travaillais là-bas, j'adorais le Japon parce que je me sentais moins différent, parce que j'étais très introverti, j'avais du mal à aller vers les gens, très timide. La difficulté avec ça, bah, c'est qu'il y a des jours où j'avais quand même envie de créer du lien, et quand vous êtes un timide avec un autre timide, il ne va pas se passer grand-chose. Donc un introverti assis à côté d'un introverti, ça fait des grands silences. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent de cet effet-là au Japon, qui vont dire on peut passer plusieurs journées sans parler à personne au Japon. Donc ça, c'est un des risques. Donc il faut être conscient de sa propre introversion et de sa capacité à en sortir quand on en a besoin. Alors ce qui m'amène à vous parler de quelles solutions moi j'ai trouvé un peu pour casser la solitude au Japon et pour réussir quand même à avoir des échanges avec les gens. Donc le premier conseil, ça va quand même être c'est plus facile d'échanger au Japon quand on parle un peu japonais. Donc faites l'effort d'apprendre au moins les mots de base en japonais, hein, comme sumimasen, pardon, arigato gozaimasu, merci, arigato gozaimashita, merci pour ce que vous venez de faire. Voilà, donc, vous sortez d'un restaurant, bah, vous dites arigato gozaimashita, oishikatta, c'était délicieux, et voilà, ça fait toujours un petit lien, et c'est bon à prendre. La première chose que je fais moi au Japon quand je veux un peu créer du lien avec les autres et casser ma solitude, c'est je sors de l'esprit un peu occidental, regarder comme je suis quelqu'un de brillant, de beau, regardez tout ce que je fais. Le Japon est un pays où l'humilité et se mettre au service des autres sont une valeur hyper importante. Donc c'est comme ça que les Japonais créent du lien entre eux, c'est comme ça que nous on peut créer du lien avec les Japonais. Donc l'humilité et le sens du service. Donc des petites anecdotes hein, qui montrent ça. Si un japonais vous dit vous fait un compliment, vous parlez bien japonais, Nihongo Jozu, il faut pas dire ah oui merci, il faut plutôt dire ah non 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 je parle à peine,
Iie Chotoshikate Kimasen. Et ça montre notre humilité et ça crée du lien. Donc, toujours être un petit peu dans cette attitude, je me mets en retrait, les autres sont plus importants que moi, c'est très japonais. Et c'est comme ça qu'il crée du lien. Et le sens du service. Faire des petites choses et faire attention, les petites intentions que vous avez portées autour de vous, elles seront remarquées et il y aura de la réciprocité. Donc l'exemple que j'aime bien donner de cette situation, c'est j'étais avec un ami, on était sur un vol Osaka, et il avait fait un gâteau à la maison qu'il partageait avec moi, donc on était très contents tous les deux de partir en vacances. Et on a donné du gâteau à notre voisine japonaise qui était sur le troisième siège. Et elle était super contente, elle a vraiment apprécié l'attention. Et tout le reste du vol, bah, elle a fait que nous ramener des snacks et des glaces à Gendas, hein. C'était la belle époque où à France on avait la Gendas en économie. Et voilà, et on a créé du lien et on a passé un moment agréable. On ne connaît pas la personne, on n'a jamais posé de questions personnelles, hein. Dans la culture japonaise, on va apprécier le moment avec les gens, on va partager des choses, on va pas essayer d'aller dans les choses trop personnelles. Mais voilà, on a quand même réussi à créer un bon moment et à casser un peu la distance qu'il peut avoir avec les Japonais qu'on connaît moins bien, dont on maîtrise moins bien la langue. Et alors, le deuxième type, hein, pour créer du lien avec les Japonais, bah, j'ai résumé en un mot, c'est izakaya. Alors, izakaya, hein, c'est l'endroit où bah, c'est les bars à vin, c'est les endroits festifs où on va boire. C'est un endroit d'échange dans la culture japonaise. Donc même les Japonais entre eux, c'est le moment où on va se détendre, on n'est plus dans les responsabilités professionnelles, familiales, on tombe un peu les masques, hein, on sort un peu du tatemae, et on apprécie, on est dans l'instant, on apprécie la bonne nourriture, on apprécie l'alcool, et on parle avec ses voisins. Donc on n'est pas trop curieux, mais on peut échanger, on peut parler de ses passions. C'est comme ça qu'ils se connaissent. Souvent dans les izakaya, vous avez des habitués, ils viennent souvent. Ils connaissent pas le détail de leur vie privée entre eux, mais ils connaissent leur passion. Voilà. Si vous êtes passionné d'animé, de golf, d'un sport, voilà, de baseball, ben, les passionnés de baseball ils vont parler de baseball, les passionnés d'animé ils vont parler d'animé entre eux. Et ça va être quelque chose. Et c'est un moment où ils sont beaucoup plus ouverts à rencontrer des étrangers, à discuter avec eux, à faire un peu l'effort de parler en anglais. En plus, comme ils ont un peu bu, voilà, tout le monde est un peu plus détendu. Donc c'est un très bon moment. Voilà. C'est de manière globale, hein, j'ai envie de dire, c'est plutôt le soir, dans les événements un peu festifs comme ça, que vous allez pouvoir commencer à échanger du lien. Donc la journée, pendant que vous faites les visites, bah, vous allez peut-être croiser deux, trois Japonais qui vont dire c'est sympa, qui vont parler de leur voyage en Europe, en France. Mais c'est plutôt le soir que vous allez pouvoir avoir un peu du contact humain avec les Japonais. Alors, une histoire sympa qui m'est arrivée dans un izakaya, on était avec un ami, et j'avais envie de lui faire goûter de la nourriture typiquement japonaise. Donc on est sorti un peu des classiques karage, tsukune, hein, donc les brochettes et le poulet frit. Je lui ai fait goûter des choses un peu plus exotiques, hein, comme du konnyaku. Et ça a amusé les Japonais qui étaient autour de nous, de nous voir tester de la nourriture japonaise. Et du coup, eux, ils ont surenchéri. Ils nous ont fait goûter, ils nous ont offert, hein, en plus d'autres plats typiquement japonais que je connaissais pas, que moi je ne connaissais pas. Et on a passé un bon moment comme ça. Il y a une autre expérience un peu désagréable, bizarre qu'on peut vivre au Japon, qui est très bien représentée dans Lost in Translation. Je pense que la scène où Scarlett Johansson revient d'une balade dans Tokyo, elle était dans un temple bouddhiste et elle appelle sa sœur et elle dit j'étais dans un temple bouddhiste, les gens chantaient, c'était magnifique et moi j'ai rien senti, je me sentais vide. Donc voilà. Ça, c'est le deuxième chose que j'appelle un peu le miroir carré. Alors, je l'appelle comme ça parce que ça fait référence à deux notions japonaises qui montrent un peu ça. La première notion japonaise, c'est qu'ils aiment bien faire une différence entre ce qui est rond et carré. Je crois que c'est dans le bouddhisme. Le rond représente l'harmonie, la cohérence, l'alignement intérieur, et le carré représente le chaos intérieur un peu. Donc voilà, moi j'appelle ça le miroir carré parce que
Je vais être le carré, ça va être un moment où je suis un peu chaotique, je ne vais pas me sentir très bien au Japon, comme Scarlett. Le deuxième aspect, c'est le miroir. Donc, c'est plus lié au shintoïsme. Dans le shintoïsme, dans les sanctuaires, on met un miroir dans des endroits importants. Donc les sanctuaires, au Japon, on considère qu'il y a 8 millions de dieux. Voilà. Il y a eu des dieux primitifs et puis après ils se sont multipliés. Et on érige un sanctuaire, là on voit passer un dieu. Mais quand on vient rendre hommage à ce dieu sur le sanctuaire, on ne sait pas exactement où il se promène dans le coin. Et le miroir qui est posé sur l'autel, c'est ce qui va permettre de rencontrer le dieu. Parce que grâce au miroir, peut-être aurons-nous la chance d'apercevoir le reflet du dieu dans le miroir. Alors voilà, le miroir carré pour moi, c'est quand je suis au Japon et que je suis dans un état un peu intérieur, spirituel, un peu chaotique, et que le Japon me renvoie à cette image de moi-même et me montre que je ne vais pas très bien. La question, c'est bah, qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Et ben déjà, j'accepte l'image en retour, hein. Merci le Japon pour le reflet. Et puis je vais chercher à devenir et à vivre ce à quoi j'aspire. Donc, bah, par exemple, si je sens beaucoup de bruit en moi, peut-être que c'est le moment d'aller dans un lieu silencieux et de faire silence en moi. Alors, quelques exemples de choses que je fais pour écouter un peu mes inspirations intérieures et comment j'arrive à y répondre quand je suis au Japon. Donc, quand je suis au Japon, bah, la nourriture c'est super important. Et j'ai toujours envie de faire le petit resto incroyable qu'on va voir sur les réseaux sociaux et me dire ouais, j'ai fait un truc typiquement japonais, c'est génial. Mais bon, quand on voyage 3 mois, 6 semaines, il y a des moments où on a juste envie de bien manger. Donc il y a par exemple, moi, ça me réconforte d'aller chez Seizereia. Donc Seizereia, c'est une chaîne très connue au Japon de nourriture italienne. On peut y manger pour vraiment pas cher. Et par exemple, bah, moi, un jour, j'avais beaucoup couru, j'avais fait une très belle séance de sport, j'étais bien, et j'avais super faim. Et j'avais envie de pâtes. Et je suis allé manger des pâtes au Toroko chez Saïdiria, et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc c'est sûr que j'ai pas trouvé la pépite, le petit restaurant incroyable, mais moi, c'était du réconfort. Dans la même logique, hein, j'adore les restaurants, les petits cafés typiquement japonais qui sont tenus en général par des grands-pères, des grands-mères sont, qui sont uniques, hein. Chaque restaurant est unique. Et, voilà, un peu les Kisaten, on retrouve le Japon un peu ancien, un peu air Showa. Moi, j'adore ça. Mais il y a des jours, j'adore aller au Starbucks pour me réconforter. Alors moi, ça me vient d'un. Le Starbucks, c'est rentré un peu dans mon cœur au Japon. Un matin où je suis arrivé à 5 ou 6 heures à Matsuyama après un bus de nuit, j'étais fatigué. Et chercher un endroit ouvert où m'asseoir, me reposer, manger. Et voilà, j'étais super bien accueilli dans un Starbucks. Il m'avait mis un petit mot sur, le, sur mon café. Voilà, et franchement, très gentil. Et depuis ce jour-là, voilà, j'ai une tendresse particulière pour Starbucks. J'adore celui d'Ueno, hein, celui dans le parc Ueno, il est génial. Donc voilà. Et il faut savoir écouter, hein, même si c'est pas très, voilà, c'est chaîne standard. Si ça vous fait du bien, il faut aller là où vous vous sentez bien. Et l'inverse est vrai. Quand j'ai le sentiment que je suis trop dans les choses conventionnelles, standard, marketing, eh ben, j'adore retourner dans des petits restaurants tenus par des petits papis et c'est génial. Alors, il y a un autre aspect que j'essaie d'équilibrer, hein, c'est un peu la vitesse. Parfois, on a envie de visiter beaucoup de choses, de profiter des vacances, faut voir plein de choses. Et bah, ça peut fatiguer, et puis ça met la pression, on n'a plus l'impression de profiter des choses. Donc, bah, faut savoir ralentir le rythme quand c'est nécessaire. Ça permet d'apprécier le lieu et le moment. Si vous allez trop vite et que vous avez l'impression que vous passez à côté de votre voyage, c'est un peu dommage. Donc, moi, par exemple, j'adore lire et j'adore lire dans les temples. Donc, il y a un sanctuaire qui est un sanctuaire de la sérénité, hein, Eian-Jingu, qui est à Kyoto. La première fois que j'ai visité, j'étais en train de lire un livre qui me plaisait beaucoup. Les jardins étaient magnifiques. Il y a plusieurs petits jardins différents. Et j'ai passé 20 minutes dans chaque jardin, 20 minutes, une demi-heure à lire mon livre. Et au lieu de rester peut-être 30-40 minutes
dans les jardins, je suis resté 3 heures dans le jardin à lire mon livre et c'est un super souvenir. Et aujourd'hui, quand j'ai besoin de ralentir le rythme et de juste être dans le présent, être dans l'être plus que dans le faire, c'est le genre de choses que je fais, quoi. Je prends un livre et je reste à un endroit que j'aime et ça fait du bien. Une autre aspiration qui m'arrive d'avoir au Japon, hein, c'est comme on visite quand même beaucoup d'endroits très touristiques, on peut avoir le sentiment qu'on est déconnecté de la réalité et qu'on ne voit pas le vrai Japon, qu'on voit le Japon que des lieux touristiques. Donc, moi j'ai des petits hacks, hein, pour sortir de ça. Donc là, un premier hack, c'est je vais sortir des quartiers touristiques, je vais dans les quartiers un peu plus où il y a la vie locale. Donc, par exemple, il y a un quartier que j'aime beaucoup à Kyoto que je visite quand je me dis où est-ce que je vivrais si j'avais la chance de vivre à Kyoto, dans quel quartier je vivrais. Donc, je vais visiter Takara Gaike, qui est un quartier qui est un peu au nord de Kyoto. Et voilà, si je pouvais vivre là, moi, je serais très heureux. Donc, je vais dans un parc où j'irai faire du sport, je vais dans un petit temple où j'irai prier, et voilà. Et je découvre des quartiers comme ça, et je suis plus dans le Japon des réseaux sociaux, je suis dans le Japon où je serais si je pouvais vivre. Alors, une autre chose que je fais, c'est que je vais à des endroits où je sais que je vais assister à la vie locale japonaise, où je vais voir des Japonais dans leur quotidien. Donc, par exemple, ouais, ça m'a toujours fasciné, c'était les Japonais et le baseball. Voilà. Donc, quand je vivais là-bas, je regardais un peu les matchs de baseball à la télé, je supportais les Hanshin Tigers. Aujourd'hui, quand j'y retourne, je vais à des endroits où je vais voir des locaux jouer au baseball. Donc, par exemple, à Kyoto, je vais dans les jardins du Palais Impérial, hein, à Gosho, et donc la partie sud-est, il y a des terrains de 3 ou 4 terrains de baseball, et on peut voir soit les enfants, soit les adultes, un peu les gens de l'équipe qui viennent s'entraîner ou faire des matchs sur ces terrains-là, et c'est super sympa. Moi, ça me fait vivre ça. Si je veux le vivre à Tokyo, à Ueno, c'est pareil, il y a des terrains de baseball là-bas. Et je me suis même fait un peu des amis là-bas qui m'invitaient à boire des verres pendant qu'on regardait les matchs. Alors, une autre aspiration que je suis, moi, c'est d'aller dans les endroits qui vont me faire vivre ou qui vont représenter tout ce que j'ai aimé de la culture japonaise. Donc, les films, les livres, les séries, tout ce que j'ai aimé de la culture japonaise, j'essaye de le retrouver au Japon. Donc, un fan de Terrace House, moi j'ai adoré aller à Karuizawa. Euh, euh, je suis un fan de Makoto Shinkai et de Your Name. Donc, il y a plein d'endroits à Tokyo à visiter pour ça. Je ne les ai pas fait, mais par contre, quand j'étais dans la région de Gifu, j'ai adoré retrouver un lieu où on fabriquait les mêmes bracelets en entremêlant les liens du musubi comme dans Your Name. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra remonter le moral de quelques voyageurs un peu en difficulté, comme je l'ai été, comme beaucoup de gens l'ont été au Japon. Voilà. Allez manger là où vous êtes heureux de manger, allez dans les lieux qui vous rappellent le Japon, euh, écoutez ce dont vous avez besoin. Tout est a priori disponible à côté de vous, il suffit d'être honnête avec vous-même et de suivre vos instincts. Et Kyotokete, arigatou gozaimashita, yoroshiku onegai shimasu. On se retrouve sur Ryoko Mon Amour pour ceux qui veulent des conseils un peu plus pratiques pour retrouver les lieux qui correspondent à vos attentes. À bientôt.